Le procès de l'opposant algérien Karim Tabou, figure majeure du Irak, le mouvement de contestation anti-régime né en février 2019, s'est ouvert ce lundi, c'est ce qu'a annoncé un de ses avocats. Des camps des forces étrangères et maliennes ont été visés simultanément ce lundi à Ménaka, Gao et Kidal par des tirs d'obus et de roquettes, a-t-on appris de sources militaires maliennes et étrangères. En Éthiopie, les hôpitaux de Mekele étaient débordés dimanche, 24 heures après la prise annoncée par le gouvernement éthiopien de cette ville, capitale du Tigré, selon le Comité international de la Croix-Rouge. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Des camps de forces étrangères et maliennes ont été visés simultanément ce lundi à Ménaka, à Gao et à Kidal au nord par des tirs d'obus et des roquettes, a-t-on appris de sources militaires maliennes et étrangères. Aucune victime n'a été rapportée après ce qui semble être une rare opération coordonnée contre les forces étrangères sur le sol malien. Reportage. À Ménaka, Gao et Kidal, les camps des forces étrangères ont été attaqués ce lundi matin, probablement par les mêmes terroristes, à l'aide d'obus et de roquettes. Il n'y a pas eu de victimes, mais des dégâts matériels, a déclaré un responsable de l'armée malienne basé dans le nord. Les terroristes ont tenté sans succès de mener une action coordonnée contre les camps de la force française Barkhane, des casques bleus de l'ONU, contre la force européenne Takuba et contre l'armée malienne dans les localités de Gao, Ménaka et Kidal, a dit un responsable militaire étranger. La situation est sous contrôle dans les trois localités, a-t-il ajouté. Une source au sein de la mission de l'ONU à Kidal a fait état d'une dizaine d'obus qui n'ont pas fait de victimes, mais des dégâts en cours d'évaluation. Sollicité par l'AFP, l'état-major français n'avait toujours pas réagi à ces informations ce lundi en fin de matinée. L'attaque de Kidal a été précédée par le passage autour du camp d'un groupe d'hommes à moto avant l'aube, a dit un agent de sécurité du camp. C'est après leur passage qu'il y a des tirs de roquettes et de mitrailleuses. Pas de morts, mais des dégâts matériels importants, a-t-il dit. Le Nord est l'un des foyers des violences et des agissements djihadistes auxquels le Mali est en proie depuis 2012, malgré l'engagement de forces onusiennes, étrangères et françaises. Le procès de l'opposant algérien Karim Tabou, figure majeure du Irak, le mouvement de contestation anti-régime né en février 2019, s'est ouvert ce lundi. C'est ce qu'a annoncé un de ses avocats. Karim Tabou, 47 ans, est poursuivi pour atteinte au moral de l'armée. Il a été emprisonné pendant 9 mois avant de bénéficier d'une libération conditionnelle le 2 juillet dernier. Le procès de Karim Tabou a débuté devant le tribunal de Koléa, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la capitale, a indiqué Maître Zoubida Assoul sur sa page Facebook. Le procureur a requis 3 ans de prison ferme et une amende de 100 000 dinars, soit 650 € à l'encontre de l'opposant, a-t-elle précisé. Son procès avait été déjà repoussé à plusieurs reprises en raison de l'épidémie de coronavirus. Les journalistes n'ont pas été autorisés à assister au procès, selon le vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, Saïd Sali. Chef d'un petit parti d'opposition non agréé, l'Union démocratique et sociale UDS, Karim Tabou est l'un des visages les plus hauts connus du Irak, sinon le plus populaire. Son portrait était régulièrement brandi lors des manifestations hebdomadaires contre le pouvoir en Algérie, jusqu'à leur suspension en mars dernier en raison de la crise sanitaire. Karim Tabou, figure emblématique de la contestation en Algérie, a interpellé vertement le président français Emmanuel Macron après le soutien de ce dernier à son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, l'accusant d'hypocrisie politique. Pour lui, le soutien de Macron à Tebboune réaffirme l'attachement viscéral des autorités françaises à l'idée que le pouvoir algérien reste et demeure un allié incontournable et prétendument seul garant de la stabilité de l'Algérie. Karim Tabou a été détenu 9 mois avant une libération conditionnelle le 2 juillet dernier. Il doit être jugé fin novembre pour atteinte au moral de l'armée à la suite de déclarations critiquant le régime et l'armée en 2019.
En 10 ans, la révolution et l'instauration de la liberté d'expression ont transformé le paysage médiatique tunisien. Des blogueurs censurés sous Ben Ali ont désormais des sites d'information ayant pignon sur rue et la chaîne publique nationale Watania accueille des débats politiques pluralistes à l'antenne. Et ce, après des décennies de propagande sous la dictature. On écoute quelques réactions à cet effet. Avant la Révolution, on était des activistes contre principalement la dictature, mais spécialement contre la censure de Ben Ali. Après la Révolution, on est devenu un média engagé aux causes qu'on défendait avant, les libertés civiques et les droits de l'homme. Nous pouvons traiter des sujets qui fâchent, des sujets comme la justice transitionnelle, comme le suivi des mouvements contestataires et des mouvements sociaux, la dénonciation des effets de certaines industries sur l'environnement, mais également la dénonciation toujours des abus policiers, de la répression policière, etc. Donc nous traitons ces sujets-là, nous estimons qu'ils sont des sujets très importants, voire déterminants, parce que dans d'autres médias tunisiens, il y a les contraintes relatives à la censure économique et la différente pression des lobbies d'affaires, mais il y a aussi des restrictions relatives à des questions politiques qui relèvent des intérêts des patrons de ces médias aussi. Il n'y a pas de texte de loi ou de... mais ici, nous choisissons totalement librement nos sujets en fonction de notre ligne éditoriale et des thématiques qu'on traite d'une manière récurrente à Nawet. On a passé de la phase de média gouvernemental vers un média public. Maintenant, on tend à consolider notre expérience dans cette nouvelle approche qui est vraiment nouvelle pour le journaliste, pour le directeur, pour le rédacteur en chef et tout ça. Donc, c'est la phase maintenant de la stabilité. Maintenant, c'est une ligne qui est relative au service public. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la proximité, c'est les citoyens. Qu'est-ce qu'ils attendent d'un journal télévisé sur une chaîne télévisée publique, qui est un journal qui est suivi par plus de 2 millions de téléspectateurs. En Éthiopie, les hôpitaux de Mekele étaient débordés dimanche 24 heures après la prise annoncée par le gouvernement éthiopien de cette ville, capitale du Tigré au nord. Selon le comité international de la Croix-Rouge, Abiy Ahmed a annoncé pour sa part sa victoire militaire dans cette région dissidente. Aucun bilan précis du conflit n'est jusqu'ici disponible, mais plus de 43 000 Éthiopiens ont fui au Soudan voisin. Dimanche, les médecins peinent face à l'afflux de patients en raison d'équipements et de stocks limités 3 semaines après que les chaînes d'approvisionnement ont été interrompues par le conflit, selon le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. L'ONG avait pu se rendre la veille à l'hôpital d'Aïder, l'un des plus grands de la ville où la branche éthiopienne de la Croix-Rouge a transporté des blessés et des morts et où manque nourriture, médicaments et matériel jusqu'au sac mortuaire. La télévision publique éthiopienne a fait état dimanche de la découverte d'un charnier de 70 corps dans la ville d'Oumera, citant des témoins affirmant que les victimes avaient été abattues par des combattants du TPLF. De son côté, la télévision régionale du Tigré, contrôlée par le TPLF, a assuré que les forces régionales avaient repris les villes d'Aksum et Maï-Sébri et abattu un avion de l'armée fédérale. Aucune de ces informations ne pouvait être vérifiée. Samedi, les dirigeants tigréens avaient dénoncé des tirs à l'arme lourde contre Mekele où vivent habituellement 500 000 habitants. Quelques heures plus tard, Abiy Ahmed a affirmé sur Twitter que l'armée avait pris la capitale régionale et mené à bien et terminé les opérations militaires dans la région du Tigré. La communauté internationale s'est maintes fois inquiétée des conséquences pour les civils de l'opération militaire lancée le 4 novembre par le Premier ministre Abiy Ahmed pour remplacer les autorités tigréennes issues du Front de libération du peuple du Tigré par des institutions légitimes. Au Gabon, l'Union nationale, le parti d'opposition va tenir son congrès le week-end prochain. Le parti, qui compte un député et 150 élus locaux, prépare la prochaine élection présidentielle de 2023 et son congrès va rebattre les cartes du paysage politique au Gabon. Créé après la contestation de la victoire électorale d'Ali Bongo en 2009, le parti d'opposition, l'Union nationale, va tenir son congrès le week-end prochain. Considéré comme la première force de l'opposition gabonaise,
Le parti a été affaibli par 4 années d'interdiction décrétées de 2011 à 2015 par le gouvernement parce que son secrétaire exécutif de l'époque, André Mbaobam, s'était autoproclamé président de la République. Le parti, qui compte un député et 150 élus locaux, prépare la prochaine élection présidentielle de 2023 et son congrès va rebattre les cartes du paysage politique au Gabon. Ce congrès sera également l'occasion pour le président du parti, Zakari Miboto, de prendre sa retraite politique. En poste depuis la création de l'Union nationale en 2009, il ne peut faire plus de 2 mandats. Âgé de 82 ans, il affirme que c'est une bonne opportunité pour sortir par la grande porte. Zakari Miboto est entré en politique à 26 ans en 1964 après le coup d'État contre Léon Mba. Il a été l'éminence grise du Parti démocratique gabonais d'Oma Bongo. Il est resté 2 décennies au gouvernement avant de claquer la porte en 2004 pour rejoindre l'opposition dont il est l'une des figures tutélaires. L'enjeu de ce congrès de l'Union nationale, c'est donc l'élection du successeur du vieux leader. Aucun candidat déclaré à ce jour, mais dans les coulisses, les postulants sont nombreux. Le futur président du parti jouera un rôle important lors de la présidentielle de 2023. Les dernières victimes de Boko Haram dans l'état de Borno ont été conduites à leur dernière demeure ce week-end. Elles ont été inhumées devant le gouvernement de cet état. Les précisions. C'est la plus lourde perte essuyée dans cet état, objet d'attaques terroristes depuis des années. 24 heures après leur assassinat, ils ont été inhumés en attendant d'autres dépouilles qui ne sont pas encore retrouvées. C'est dire que le bilan des personnes tuées n'est pas encore exhaustif. Depuis que nous avons commencé ce travail, nous avons été confrontés à peu ou pas de défis, mais cette fois-ci, nous tombons simplement dans un moment aussi calamiteux qui ne nous est jamais arrivé. Voici 43 cadavres qui ont été enterrés, et vous l'avez vu de vos yeux. Jusqu'à présent, certains corps n'ont pas encore été retrouvés dans la brousse. C'est en effet une situation effrayante. Face à la fureur de Boko Haram dans la région, le gouvernement local a dû mettre en place une organisation avec les populations pour combattre les djihadistes. Les assauts répétés du groupe terroriste Boko Haram viennent souvent à bout du dispositif de défense. Axe Zabarmari, Kongoulon, Kochobe, nous veillerons à recruter davantage de membres civils de la foi et de chasseurs afin que nos hommes puissent mener le combat dans tous les coins et recoins de cette zone. Bien que nous puissions encore faire appel à l'armée nigériane ainsi qu'à l'armée de l'air pour renforcer leur soutien dans le but de les vaincre. C'est dans le village de Zabarmari, à 2 km de la rizière, que les corps ont été transférés ce dimanche pour leur inhumation. C'est cette information que je referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Belle suite de programmes sur SICA. À très bientôt.